Jérôme Curnier, je suis très heureux de t'accueillir sur le plateau de l'EMCC France. Merci. Mais la première chose, c'est déjà, qui est Jérôme Curnier? Euh, Aujourd'hui, ça fait 18 ans que je fais ce métier de coach, d'enseignant et de superviseur. Et je dirais que ma spécificité, c'est celle d'être un amoureux de la théorie appliquée. Et donc, je me caractériserais comme une personne qui essaye de faire des liens, aussi bien entre le management, la psychologie, la spiritualité, ou des cadres comme l'analyse transactionnelle, la théorie organisationnelle de Berne, ou encore la programmation neurolinguistique, l'approche narrative, enfin voilà. Je suis absolument passionné de mettre en lien toutes ces approches, tous ces paradigmes, pour montrer que l'homme est un mystère, il n'est pas une énigme, et donc on n'a jamais fini d'interroger le sens qu'il donne à son existence. Et donc une de mes passions, je dirais, c'est quels sont les protocoles et les conditions qu'on peut créer dans la relation précisément pour que la personne témoigne du sens qu'elle donne à son existence et quelle orientation elle donne à sa vie. Alors, 18 ans dans ce métier, est-ce que tu as vu une évolution, laquelle, sur ce qui s'est passé? Et puis, bien sûr, en projection, qu'est-ce que tu imagines? Quelle vision tu as de ce métier? En 18 ans, oui, le métier a beaucoup changé. D'abord, il s'est beaucoup plus structuré. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul DRH qui ne sache pas parler du coaching, alors qu'il y a 18 ans, les DRH étaient plus dans l'expectative, attendaient finalement des coachs qu'ils faisaient venir dans leur bureau, un travail de structuration pour qu'ils soient au clair. Aujourd'hui, le métier aussi est beaucoup en train de changer du fait de la technologie. C'est-à-dire une digitalisation très forte du lien avec les clients, du lien avec les grandes entreprises. Et du coup, le coach se doit d'être à même lui-même de prendre en considération ces relations vraiment spécifiques. Et du coup, paradoxalement, la relation 1 à 1 ou 1 à plusieurs devient un lieu de réapprentissage, puisque moi je le vois même avec mes enfants, ils sont très très habitués à avoir une relation qui est digitalisée et reposer les bases d'une relation saine, que ce soit en termes d'inclusion, que ce soit en termes d'ouverture, pour reprendre le cadre de référence de l'élément humain, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Et donc, le coach a vraiment un rôle extrêmement important pour réinoculer les bases d'une relation saine, avec un regard extrêmement bienveillant sur l'être humain. Et donc c'est ça sa spécificité. Dans un monde hyper digitalisé, il a besoin d'être lui-même au courant de ces tendances lourdes, mais de pouvoir incarner en fait la spécificité de la relation et les bonnes conditions d'établir un lien d'alliance, de prince à prince, c'est-à-dire un lien qui est fondé à la fois sur le désir, sur le plaisir d'être ensemble, sur les ressources, sur les besoins, sur la créativité, sur la nature même de la relation. Voilà, c'est faire cette alliance très profonde et je pense qu'il a un rôle extrêmement important, d'autant que parfois il est très investi, peut-être de façon excessive, comme étant celui qui va indiquer la direction à prendre, alors qu'il est souvent à côté pour justement éclairer par son questionnement la façon dont la personne entrevoit le réel, construit sa réalité et oriente son existence. Alors, les 23 et 24 mars prochains, le MCC organise son 14e colloque. Et bien sûr, tu es invité à y participer. Mais tout d'abord, ce titre, l'éloge de la métamorphose, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, deux choses. Éloge. Dans l'éloge, il y a de l'admiration. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes sont capables d'être en admiration gratuite? Voilà, le mot éloge me plaît beaucoup. Et puis quand on parle de métamorphose, je prendrais bien un synonyme peut-être presque plus profond qui est la métanoïa, c'est-à-dire à la fois la transformation et le retournement. Ma conviction, c'est que l'être humain est un mutant, c'est-à-dire c'est une personne qui est en permanence en évolution. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait des responsables transitionnels, le fait qu'il y ait des coachs, des thérapeutes, et que ça corresponde à un mouvement de fond, c'est une preuve de ce que la métamorphose ou la métanoïa
exige un certain nombre de conditions pour être faite de façon saine. Et notamment, une façon saine de vivre la transformation, c'est d'être dans la relation. Aujourd'hui, on pourrait dire que le burn-out est aussi une problématique sociologique qui est la maladie de l'autonomie à tout crin. C'est-à-dire qu'il y a une tendance très lourde où il faudrait qu'on soit le totem de nous-mêmes, on soit formidable, on soit un héros. Et j'allais dire, cette tendance lourde nous empêche d'être médiocres, nous empêche de tomber. Or, force est de constater que le propre du burn-out, c'est que c'est une maladie de l'hyperpression intérieure qui amène les personnes à se couper de la relation. Or, nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Tu as proposé à l'EMCC d'intervenir sur le thème des croyances cette année dans le cadre de ce colloque qui a pour titre l'éloge de la métamorphose. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu as fait entre ce thème de travail du coach sur les croyances et celui du colloque sur la métamorphose? Le travail sur la prise en considération de notre propre blessure, de nos propres souffrances, de nos propres incapacités à nous transformer, relève d'un travail thérapeutique. Mais il y a un travail aussi projectif qui est toujours présent. C'est-à-dire que même si vous avez la grippe, vous pouvez aller chez le médecin pour qu'on vous prescrive des médicaments qui vont bien pour guérir, mais très souvent, celui qui a la grippe dit « ce n'est pas grave, je vais retourner au travail » ou « je vais continuer mon travail ». C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le cheminement une dimension de « on va vers » et une dimension « il faut que je m'arrête sur l'aire d'autoroute pour prendre soin de moi ». Nous sommes dans cette double dynamique de travail de coaching, de s'envisager et de se projeter, et de travail de thérapie qui est aussi de s'envisager dans une logique de guérison intérieure. Et on ne parlerait pas de guérison intérieure en coaching, mais pour moi, ce ne sont que des niveaux de profondeur qui sont différents, mais qui relèvent d'une sémantique différente, mais globalement, c'est toujours l'unité de la personne.